Je suis un vieux médecin et j'ai connu au moins 4 épidémies, 5 même. Quand j'étais petit, moi, fils de médecin, mon père soignait les séquelles de la grande épidémie de polio qui avait ravagé l'Europe. Ça touchait les enfants qui allaient se baigner. Ça s'appelait la paralysie du matin. Les enfants allaient se coucher avec un syndrome grippal, ils avaient des frissons, ils avaient des courbatures, un peu de fièvre, on les voyait se coucher, et le lendemain, ils étaient paralysés. Paralysie respiratoire. Ça a ravagé l'Europe. Mais ça a eu ceci de bénéfique que les médecins ont appris euh, à se battre contre cette paralysie respiratoire. Et ils s'efforçaient, avec le ballon d'ambu, de faire respirer. Il y avait une petite fille, c'était en Suède, qui était paralysée, comme ça, elle ne pouvait plus respirer. Alors le médecin était avec son ambu. Il faisait respirer comme ça a duré 2 heures. Puis il a demandé à son assistant, puis la secrétaire, puis tout le monde. Et ça a duré 4 jours. Et la petite fille a survécu. Et après, elle a été relativement autonome. C'était des gens qui avaient la flamme. Et après, il y a un type qui s'appelait Angström, qui a inventé un respirateur. C'est-à-dire que, d'abord, ça a commencé par pression externe, tu vois, ça appuyait sur la cage thoracique, ça relâchait, et ça s'appelait le poumon d'acier. Et pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que les gens retrouvent une certaine autonomie. Ils avaient d'autres paralysies, bien sûr, des membres, mais celle-ci, ils passaient le cap. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ferait une pression extérieure, alors que si on intube, on fait la pression de l'intérieur. Et c'est comme ça que petit à petit, on a trouvé des remèdes. Jusqu'à l'arrivée du vaccin Salk en 1954, et on a pu faire la prévention. Et maintenant, alors que ça accompagnait toute mon enfance, de voir les efforts de mon père qui faisait des rayons ultraviolets pour essayer aux gens, et des massages pour essayer de faire redémarrer ces vieux muscles tendineux, et bien maintenant, la polio est en train de disparaître de la surface de la Terre. On l'a eu. C'était une infection virale, on l'a eu. La deuxième épidémie que j'ai connue, c'était au Bangladesh en 72. C'était la variole. Les enfants mouraient, toujours les enfants, de variole. C'est une maladie infectieuse, un virus, qui est une vieille compagne de l'humanité. Louis XV est mort de variole. Et les gens mouraient, ou leur restaient défigurés. Jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin antivariolique. C'est Jenner qui avait observé que les filles de ferme, en trayant les vaches, avaient des pustules qui ressemblaient à la variole. Il a fait son vaccin à partir de là. Et moi, au Bangladesh, où les enfants n'étaient pas vaccinés, j'allais avec mes copains de MSF porter nos statistiques terrifiantes au ministère de la Santé. 300 enfants ce trimestre. Ah, que c'est dommage, disait le ministre. Mais bon, ils se réincarneront. Donc il y avait un espèce de cycle et de compréhension de la fatalité. En 76, il n'y a plus un cas de variole sur la Terre, sauf dans quelques laboratoires où on conserve le virus. J'ai connu une grande épidémie de choléra dans les camps de réfugiés à Goma, au Congo démocratique. Il y avait peut-être 5000 morts par jour. Les morts dépassaient nos possibilités, on ne savait plus où les mettre. Sur les côtés de la route, il y avait des murs de morts. Et il y avait une confrérie, une association qui s'appelait Concern, qui pieusement, comme au Moyen-Âge, enterrait les morts. C'était cette grande épidémie. Le choléra, quand on donne un antibiotique et qu'on suit avec l'eau, ça n'est qu'une espèce de chiasse tropicale. Mais encore faut-il avoir des antibiotiques et courir après les 25 litres d'eau que tu perds dans les selles ou dans les vomissements. En 3 jours, t'es guéri. On s'est battu, il y a de quoi se battre tout le temps. Et j'ai connu, quand j'étais médecin-chef à la prison de Fleury-Mérogis, le sida qui est apparu dans les années 81. Moi, ça m'a intéressé puisque je le voyais en Afrique.
Et je trouvais ça, pour un médecin, c'était assez étonnant de regarder SIDA. Je me suis fait nommer médecin-chef à la prison de Fleury-Mérogis parce que c'est là où il y avait le sida par échange de seringues. On n'y comprenait rien. C'était des gens jeunes qui mouraient. Ça s'appelait le Slim Disease. C'était un crève-cœur de les voir partir. C'était une autre épidémie. Tiens, à propos, le gars qui était aux manettes, qui était un épidémiologiste, un immunologiste de renom, il s'appelait, dans les années 2000, il s'appelait Delfrécy. Et c'est le même que tu retrouves là, 20 ans après, comme le président du conseil scientifique auprès de Macron. Moi, j'ai connu donc 4 épidémies, lui, il en a connu 2. Il a connu le sida, où il représentait avec la même autorité scientifique, la science et les préconisations. Et on retrouve le même qui préconise toutes les actions qu'on doit faire. Il a connu 2 épidémies, mais elles ne sont pas pareilles. Bien sûr que c'est des virus, et qui s'attaquent aussi, comme c'est des nouveaux virus, l'attaque à l'immunité. Mais lui, il a eu affaire à la première épidémie, qui est une épidémie transmissible. C'est-à-dire qu'il faut faire des gestes, échange de seringues, ou sexualité, ou du sang, ou des fractions de sang, transmissibles. Et là, 20 ans après, il a affaire à une épidémie infectieuse. C'est pas la même chose. Transmissible, infectieuse. D'autant que on ne connaît pas le virus. À mon avis, on dit que le virus circule. Bien sûr qu'il a circulé. Il circule dans le monde entier. Il circule en Afrique du Nord, en Asie. Et puis, il y a des variantes de ce virus. C'est comme les flics, quand ils interrogent, tu as le flic gentil et le flic méchant. Tu as une variante qui est quasiment un rhume, et comme ça s'adresse à l'immunité, tu as une variante méchante. Si tu veux, c'est comme si on avait 2 virus, mais comment dire, c'est le même, bien sûr. C'est le même qui a roulé sa bosse et qui s'est adapté. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas à aller dans les détails. C'est un virus à 2 faces, un virus Janus, si j'ose dire. Et donc, oui, mais ça ne change rien d'ailleurs. Pour le moment, on n'a pas trop de moyens, et on attend que les gens... on sait mieux d'ailleurs, on sait mieux lutter contre le virus. Mais il n'y aura pas de vaccin, pas plus que... On espérait le vaccin contre le sida, et puis 30 ans après, il n'y a toujours pas de vaccin parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, ça transforme profondément les mécanismes de l'immunité. À ce propos, ce qu'il faut espérer, c'est que le modèle pasteurien va être revisité. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en étudiant la virologie et l'épidémiologie, par exemple, dans les maladies bactériennes, quand tu avais des anticorps, c'était très bon signe. Ça veut dire que ton organisme commence à développer des défenses qui seront, et d'ailleurs c'est même l'origine du vaccin, tu vas fabriquer des anticorps qui vont combattre la maladie. Là, c'est très mauvais signe d'avoir des anticorps. Tu es séropositif au sida, c'est pas la joie. Hein. Tu as attrapé une maladie qu'on ne sait pas soigner, qu'on ne sait pas soigner tes fumants. On sait la stabiliser, c'est devenu une sorte de maladie chronique parce qu'on a eu vraiment des médicaments puissants. J'ai 1 ou 2 copains qui ont été diagnostiqués en 84 sida, qui sont encore en pleine forme. Seulement, au début, ils prenaient toute une ribambelle de médicaments. Maintenant, ils en prennent 3 comprimés par jour et ils se portent bien et ils font des projets et puis ils sont en pleine vie. On est arrivé à lutter avec efficacité. Bien entendu, il y a eu la prévention. Bien entendu, on fait attention aux transfusions. On fait attention aux rapports sexuels. On
attention. Du coup, on a élargi nos connaissances. Euh, la, la sexualité, c'est beaucoup mieux comprise, qui est le plus grand mystère qui soit sur la Terre. Mais du coup, on a pu en voir l'aspect biologique et j'ose dire, merveilleux. Et, et là, on n'en est pas encore là. Avec le Covid, c'est la même chose, c'est un virus qui a changé, qui n'est plus mortel, on sait se battre. Bien sûr qu'il y a encore des morts, mais on sait mieux l'interpréter. Par exemple, en réanimation, on sait que ça donne des maladies de la coagulation, donc on a de quoi avec l'héparine, on peut donner de l'oxygène, on peut faire du nursing, on ne se laisse plus avoir, on sait plus de choses dans le traitement. Mais il ne faut pas attendre le vaccin, parce qu'il n'arrivera pas. Et c'est quand même, quand on dit c'est la santé ou l'économie, ben on a fait, à mon avis, hein, si on attend l'économie du Big Pharma qui fabrique le vaccin, ben on peut attendre. Mais c'est parce que, comme je dis, c'est le côté de référent pasteurien. On attend le nouveau Pasteur. On sait des choses hein, sur l'immunité. L'immunité est personnelle aussi. Ça, on a oublié qu'elle est individuelle. Comment elle varie. Comment ça se répand, le virus. Alors, il y a des choses à ne pas commettre. Moi, quand j'étais à MSF, où on a découvert la médecine de catastrophe, la médecine en environnement précaire, les grandes catastrophes, même industrielles d'ailleurs, il y avait des gens qui travaillaient sur la crise et sur la communication de crise. Et il y a un grand type que j'ai toujours admiré, j'ai lu un certain nombre de ses livres, il s'appelait Patrick Lagadec. Il travaillait à l'école polytechnique. Il a écrit des choses qu'on aurait bien fait de relire sur la communication de crise parce que une crise évolue. Mais alors, communication, pour ne pas aller dans tous les sens, il faut un monsieur crise. C'est la maîtrise totale dans l'information qu'il faut avoir. Sans ça, les gens sont paniqués. Bien sûr, c'est les journalistes qui arrivent dans tous les sens, qui dramatisent. Et tu as tendance à suivre l'ambiance. Et c'est la panique. Donc, il faut avoir une maîtrise complète. Un seul mec contrôle l'information. Je suis désolé, c'est totalitaire, c'est contraire à ce qu'on préconise. C'est pas démocratique, hein. La crise, la gestion de crise, voilà. Or, là, ce qui s'est passé, c'est pas le seul à le dire, hein, bien sûr, c'est que le politique n'a pas su chevaucher la crise. Et les masques, par exemple, ils ont préféré dire que ça ne sert à rien plutôt que de dire on est en rupture. Parce qu'on n'a pas su voir venir. Pas su voir venir, pourquoi? Parce que toutes nos structures, sanitaires, sociales, tout ce qu'on veut, sont faites pour un monde stable. Et d'ailleurs, on disait, l'hôpital est une entreprise. C'est une belle connerie, parce que bien sûr, il faut gérer le fric et tout, mais les gens, leur pathologie, elle évolue, elle est pas... Et tout d'un coup arrive quelque chose de dynamique qui va faire péter toutes nos certitudes. Et l'entreprise et le personnel, tu peux le gérer en flux tendu, en flux tout ce que tu veux, on a été dépassé. Parce qu'on n'a pas compris. Et on n'était pas prêt. Ni pour les tests, ni pour les masques, ni pour... Ça, on peut ne pas avoir été prêt. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Encore qu'on aurait dû être inspiré, mais ça fait rien. La grippe H1N1, le SRAS auraient dû nous alerter. Mais les institutions et les administrations reproduisent que ce qu'elles connaissent. Et là, dire reproduire pour le futur, tout ça, non mais c'est des conneries. Allez, d'abord à l'économie, on gère la petite semaine, au mieux 10 ans, tout, bon bref. Moi je leur en veux pas là-dessus. Là où j'en veux, c'est le mensonge. Et tout le monde s'est aperçu qu'on mentait, que le politique a menti.
Le masque, c'est inutile, ça sert à rien, je ne saurais même pas le mettre, enfin, etc. Oui, mais pendant ce temps-là, on allait au carton. Il y a plein de gens qui n'étaient pas protégés, qui sont morts. On peut se tromper, mais on ne peut pas mentir. Quand on est un politique, hein, quand on est une institution. Et les gens s'en souviennent. Et on s'est foutu de ma gueule. On m'a menti. Après, il y a eu la pantalonnade des experts plus savants les uns que les autres. Tu as même eu des neurologues, des néphrologues, qui n'avaient rien à foutre sur les plateaux qui sont venus, sans compter qu'il y avait des gens qui avaient des conflits d'intérêts avec les labos, enfin bref. Je ne sais pas, moi j'accuse pas. Mais le défilé de clowns diplômés qui osaient parler, pas de leur faute, tout d'un coup on leur donnait un miroir. Et tout ça était géré par un conseil scientifique qui avait vécu, et Delfrécy, il a bien vu Ebola, et il était un patron aussi pour le sida. Et donc, on pouvait penser que l'épidémie, il savait de quoi il parlait. Puis d'ailleurs, c'est un grand type, hein. Il est bon. Mais seulement, voilà, socialement, sociétalement, on n'a pas su faire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on a employé des mots. Macron l'a dit. Mais on lui a fait dire, parce que lui, qu'est-ce que tu fais ? On a dit, nous sommes en guerre. Guerre aux invisibles, guerre à quoi ? Où sont les ennemis ? Les ennemis sont partout, la guerre. Il faut mettre des masques, des fois il faut mettre pas de masques. Et maintenant, encore un mot, un couvre-feu. La guerre, le couvre-feu. Les très anciens qui ont survécu, moi je suis de 38, j'avais 4 ans pendant la guerre, mais il y a encore des gens encore plus vieux que moi, qui savent ce que ça veut dire, le couvre-feu, qui savent ce que veut dire la guerre. Et c'est des images, c'est des archétypes, des images malvenues. Parce que ça remue des souvenirs, guerre, couvre-feu, résistance. Moi, j'aurais pas fait comme ça, tu vois. J'aurais pas dit des mots qui appellent la contrainte, le flic, et donc l'échappement. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Ces mots appellent une espèce de fuite. De même qu'on a eu l'exode. Dès qu'au début du confinement, on a eu juin 40, c'est-à-dire que les gens se sont barrés de l'île de Ré et ont transformé et ont transporté le virus dans un endroit qu'ils n'avaient pas encore. Donc, bon, c'est marrant parce que il faut faire de l'anthropologie et de la sociologie dans ces cas. Voilà ce qu'amène le virus. Alors du coup, il y a des mythes qui sont venus, des mythologies. Outre la guerre, le couvre-feu, Trump, l'ineffable poète américain, te parle de la peste chinoise. Et donc, c'est le grand autre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. On recherche le responsable. Le grand autre, c'est l'altérité, le grand autre responsable. Bon, c'est à l'évidence des Chinois, ça c'est clair. Mais les migrants ont leur part. Les migrants qui viennent avec leur Covid, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans l'île de Lesbos, le drame diabolique, où les habitants qui sont déjà chargés dans le camp, auquel d'ailleurs des migrants ont foutu le feu et à juste titre, n'ont pas voulu les avoir parce que, à charge, parce qu'ils pouvaient transmettre le Covid. Donc la recherche du bouc émissaire. Mais ça, c'est de l'anthropologie. De même quand on a cherché où était le moment zéro. On a toujours, pour le sida, c'était facile, c'était les Africains. Pour les Africains, c'était quand même l'Occident qui avait fabriqué déjà un virus.
au Zaïre, à Kinshasa, c'est un pays que j'aime, il y avait Sida, il l'avait traduit parce que c'était un pays joyeux, là, Kinshasa, bien que ce soit la misère et la brutalité, les gens jeunes disaient Sida, syndrome inventé pour décourager de l'amour. Sida. Et donc, oui, c'est une fabrique, c'est l'Afrique du Sud qui a fabriqué ça pour... Michel Foucault, quand on leur a appelé le sida, il a hurlé de rire en disant ah, voilà, une maladie qui ne toucherait que les PD. Je le cite. Et donc, on a cherché Frankenstein. Il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Comme si c'était plausible et possible. Le sida, il traînait au Cameroun depuis l'aube des temps, on dit depuis le 19e siècle. C'est nos mœurs qui l'ont libéré. Ebola, c'est une fièvre. Elle était dans des clusters, dans des clairières. Mais c'est nos déboisements qui l'ont lâché. On savait, ça a failli être un Français, mais ça a été un Belge, qui l'a découvert, Ebola, près de la rivière Ebola, justement. Ça fait un moment qu'on le connaissait, mais il était tranquille dans son coin. C'est nos comportements qui le lâchent. On dit que c'est le laboratoire P4 en Chine, comme s'il était facile de fabriquer un virus. Mais non, il traînait dans le coin. Puis après, c'est le marché. C'est les bêtes sauvages qui se rapprochent de nos habitations. C'est la déforestation, c'est le changement climatique. C'est tout ce qu'on veut. C'est nous, en somme, qui fabriquons. Et le virus, c'est le premier de gens, mais il y aura des virus émergents, d'autres et d'autres. L'humanité a toujours vécu avec le virus. Je crois même que c'est les virus qui ont sculpté, façonné nos gènes et nous ont transformés. Dans le fond, les virus et maladies, on est les descendants des survivants de la peste. Hein. Une épidémie peut tuer 20 à 30% de la population. Mais elle est obligée d'en garder un petit peu pour se reproduire. Et donc, ça ne peut pas tuer tout le monde, ce n'est pas la fin du monde. Tout ça pour revenir à l'anthropologie. On a fait le confinement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais c'est très étrange. On a mis les gens ensemble en prison, dans leur prison familière, en résidence, surveillée d'ailleurs. Et du coup, on a changé, je crois que la civilisation, nos mœurs, notre culture a été chaos. On ne s'est pas aperçu, mais on l'a mis par terre, comme les boxeurs. Bref, il y a eu un tel bouleversement que là, tout a été remis en question dans cette crise. Voilà des gens enfermés chez eux, quelle que soit la grandeur du territoire. Et là, on tombe dans les archaïsmes. Les archaïsmes, par exemple, les lions, les loups, on se trouve sur le même territoire, c'est vrai qu'on est de la même espèce, mais tout d'un coup, des gens, pour se tolérer, il faut un territoire de fuite, il faut symboliser. Il n'y a pas un dominant, il y a des manières de la diplomatie archaïque, de dire je cède ou je cède pas, ça. Mais là on s'est trouvé dans le quotidien, en tête à tête, sur un territoire sans ritualiser, sans symboliser, avec en plus les enfants qui veulent occuper aussi le territoire. C'est nos challengers. C'est-à-dire ils veulent le territoire que tu occupes déjà. Et bon, on ne peut pas les tuer parce que c'est des chéris. C'est nos enfants chéris. Mais on est dans une situation, on est enfermé. Et il faut lui faire la classe en même temps, les mêmes. La résilience, les enfants ils ont encaissé dans leur profondeur. Mais ils se rappelleront toute leur vie de ces... Puis, alors il y a tous les médias de l'image qui montraient un monde totalement anéanti, c'était une fin du monde, comme dans les films de science-fiction. Toutes les grandes villes désertes, pas un bruit, le chant des oiseaux. Les oiseaux qui annoncent la fin de notre civilisation,
Ils ont des raisons d'être gays, hein, et ils chantent. On les retrouve, ces minuscules bruits de la nature. Mais on n'entend plus dans les villes les cris des enfants, dans les cours de récréation, tout ce qui fait la vie. Et donc, le désert, nous sans symbolisme, sans transcendance, coincé avec les petits riens du quotidien qui deviennent insupportables. Et ça, qu'est-ce que ça... Et Henri Laborit nous l'avait raconté dans Éloge de la fuite. Mais je parle de ça, personne ne le connaît. Mais moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, cet homme, qui était un peu mon maître. C'était un grand éthologue, un chirurgien, un militaire, et qui n'avait pas les yeux dans sa poche comme médecin. Il avait compris le choc, il avait compris ce qui se passait dans nos profondeurs, d'où vient l'hypertension. C'est quand tu es coincé, dans une situation où tu n'as pas de fuite possible, soit tu le retournes contre toi, tu le fais ta dépression, ton anxiété, ton ulcère, ton infarctus, soit tu le retournes contre l'autre si tu as la chance d'avoir un adversaire, et tu lui pètes la gueule. Et comme ça, tu fais pas, tu te détruis pas. Alors, il faut fuir. Mais fuir où? Quand tu es coincé. Donc on a fait naître 3 choses. Un syndrome post-traumatique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça que c'est passé. Puisque c'est un traumatisme d'être coincé avec nos possibilités de fuite, avec quelqu'un que tu connais par cœur. Tu vas te disputer pour la serviette de bain, pour l'occupation des chiottes, pour des petits riens qui en prennent une dimension jusqu'à la haine. Jusqu'à la haine. Violence faite aux femmes, violence aux enfants, frustration, dépression, dépréciation de soi. Alors quand même on a inventé un petit rituel, le rituel de 8 heures du soir. Et on ouvrait la fenêtre et on applaudissait. Qui? Mais qui? Les soignants. Bon, ça aurait pu être les livreurs de pizza, les flics qui gardaient quand même la ville et qui s'exposaient. Non, c'était les soignants. Les soignants, quels soignants? La fille de salle, l'infirmière, le médecin, ou un de ceux qu'on voit à la télévision? Les soignants. On a créé un rituel. Ce qui est bien d'ailleurs. Seulement après la crise, on a oublié. Je crois qu'on a abandonné l'idée d'une médaille des épidémies qui vient du fin fond de la colonisation, quand les médecins militaires et les infirmiers se battaient contre les maladies tropicales. C'est pas une bonne idée. Par contre, qu'est-ce que les gens ont besoin de transcendance, de dignité et de pognon? On n'a pas très bien compris qu'il fallait réhabiliter d'urgence cette fonction. Mais eux, et aussi les filles, qui sont considérées comme des sous-personnels, qui s'occupent dans les EHPAD, des personnes âgées. Le conseil scientifique avait dit qu'elles sont trop en danger. Après le déconfinement, elles doivent rester dans les EHPAD. Pour faire quoi, les vieux? Mais rester jusqu'à attendre la mort, quoi, rien d'autre. À pas de contact, surtout, parce que on a eu des conduites inqualifiables. Inqualifiables, pragmatiques, certes, en oubliant que les hommes ont besoin de sens, de compassion, d'empathie, de dignité. Tout ça, c'est des mots qui n'ont pas circulé. Bref, je continue. Les erreurs qui ont été faites, des erreurs de communication. On ne connaît pas le virus, donc on fait ce qu'on peut. S'il faut mettre des masques, on met des masques. Mais couvre-feu sans explication, qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de quoi? Ah, mais on peut voyager quand même. Ah oui, mais on peut prendre le métro. Oui, mais on va faire des exceptions pour la culture. Oui, mais on est dans la double contrainte. La double contrainte, c'est Mélanie Klein, c'est le mauvais sein. Je te donne à bouffer, prends le sein, je te donne ton lait qui te nourrit.
Mais en même temps, quand tu viens prendre mon sein, paf, paf, je te donne des baffes. Ça rend les enfants fous, ça. On est dans une double contrainte. On ne croit plus aux experts. On sait que le politique a menti. On a eu des mots forts, sans expliquer pourquoi. L'altérité, si je retire mon masque, je me mets en danger et je mets en danger les autres. Si l'autre retire son masque, il me met en danger, il se met en danger. Au lieu, parce que c'est quand même avec l'autre, l'altérité, c'est mon semblable, pas mon pareil bien sûr, mais mon semblable avec lequel je vais faire du lien social. Mais là, il s'est effondré. Frustration, mensonge, impuissance. Impuissance, mais j'en veux pas aux gens de ne pas savoir. Justement, les pauvres médecins, tout le long de l'histoire, au 19e, ils se battaient, et ils trouvaient, ils avaient de l'audace, ils appliquaient sur eux-mêmes les traitements. Donc là, tout est à découvrir sur ce virus. J'en veux pas aux médecins. On ne sait pas faire, on n'a pas très bien compris, et donc toutes les hypothèses sont permises. Mais dans le mensonge, et dans le baratin, en somme, tu as le complot. Si je mens, si on me ment, c'est qu'on cache quelque chose. Et puis là, il y a eu l'archétype Raoul. C'est un problème de l'histoire de France, ça. Le Sud contre le Nord. Et Paris qui commande, Paris les technocrates, Paris les seigneurs, contre les bouseux du Sud, pour qui vous nous prenez? C'est l'OM contre le PSG. C'est... Et donc il y a eu ce type avec ce profil de médaille, qui n'est pas n'importe qui, un Raoult. Il était dans son domaine une sommité. On a combattu, on n'a pas combattu son traitement, on a combattu son existence du Sud. C'est aussi con que ça. Lui d'ailleurs était ravi, avec sa tête de druide qui va faucher du gui pour faire sa potion. Tout le monde a lu Astérix, et donc c'est la référence archétypale, une fois de plus. Donc vous voyez, c'est amusant, parce que on se bat avec des archétypes, avec des significations, à la recherche du bouc émissaire, du coupable, du moment zéro, de la répression, et donc des mots forts. Et alors ce qui est amusant, c'est mon vieil adage. On est toujours prêt pour la guerre précédente. Et la guerre précédente, celle de, si j'ose employer ce mot, celle de janvier à mars, on l'a perdue, cette guerre. Alors on en fait, avec plus de tests, plus de masques, plus de baratins, plus d'informations, plus de préconisations, plus de mise à l'abri. Ce qu'on n'a pas su faire, on va le faire. Oui, mais trop tard. Il n'y avait qu'à le faire avant. Mais on leur demande, écoutez, c'est pas à peine d'en faire trop. Racontez-nous la vérité. Si vous ne savez pas faire, dites-le que ça peut faire. On se battra ensemble. Mais on peut être ensemble que si j'ai confiance. Alors, moi je crois qu'il faut interdire à ces putains de faux experts, de faux prophètes de prendre la parole. Déjà, ça va, vous avez tout dit, et faire passer le message. Qu'on arrête de faire la guerre, hein, où il peut raconter, pérorer, tout ce qu'il veut. On est assez grand pour savoir que ça marche pas plus ou ça marche moins bien. Quand vous pensez que The Lancet a fait un faux, à qui se fier? C'est-à-dire, on est tombé sur la tête. On a perdu notre sang-froid. Mais la lutte n'est pas finie. Alors, je vais faire une prophétie, moi. On sortira vainqueur. On sortira vainqueur. À condition d'être modeste. De ne pas croire que le vaccin va arriver. D'expliquer sans cesse. Et dire, voilà pourquoi je fais ça. Et puis, on va y arriver avec des médicaments.
jour après jour, on va trouver des molécules. Le virus, il restera avec nous. Ça va être notre commensal. On ne l'a pas souhaité, mais il est là. Qu'est-ce qu'on veut? Et déjà, on s'y habitue. La forme, la variation douce, elle est là. La variation forte, elle est là aussi. Qu'est-ce qui écrivait une épidémie avec 2 virus? Non, il n'y a pas de virus. Il y en a un et demi, et c'est le même, mais qui ne demande pas le même traitement. Voilà ce que je voulais en dire. On est dans la guerre, non pas technique et scientifique, on est dans la guerre de symboles. Il y aura une résilience parce que le mot est à la mode. Il n'est pas seulement à la mode, c'est mon ami Boris Cyrulnik, que je respecte et que j'aime, qui sait se servir de ce mot. Il y aura une résilience de notre culture, de notre population. La résilience se fera avec notre peuple. Elle ne peut pas se faire individuellement parce qu'on n'a pas les moyens de suivre. Et d'ailleurs, qui suivrait? La résilience sera globale. Résilience de solidarité. Résilience du souci de l'autre. Mais bon, ça c'est un vœu pieux. Hein. C'est pas de mal à veille, mais ça se fera quand même comme ça. Voilà.